liées à ça. Donc, il est 15 heures. Je vous propose de démarrer. Donc, tout d'abord, un grand merci de nous avoir rejoints. On est ravis de vous accueillir pour ce chat, pour ce webinaire en ligne. L'idée de ce webinaire, vous l'avez compris, c'est d'échanger sur les enjeux climat et notamment les enjeux pour l'entreprise. C'est un webinaire qui va à peu près durer 1 heure, peut-être un petit peu plus. L'objectif, effectivement, c'est d'essayer de traiter un maximum ces enjeux en repartant sur des bases. Donc, on va vous dérouler le sommaire. Nicolas, si tu peux me… Voilà. Donc, le sommaire, en gros, il va y avoir 3 points. Il y aura 10 minutes à peu près d'introduction. Une première partie avec les enjeux pour mon entreprise, une présentation un peu en entonnoir où on va partir du mondial pour arriver sur le local, qui va durer à peu près 25 minutes. Et puis, la deuxième partie, ce sera plutôt lié à l'entreprise et on va s'interroger sur comment engager mon entreprise avec ces différents enjeux. Pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Il y a 2 présentateurs à mes côtés, Marie Gabory et Nicolas, que je vais laisser se présenter rapidement. Marie, on t'écoute. Bonjour, bonjour à tous. J'ai mis rapidement ma caméra pour que vous me voyez. Marie, directrice et fondatrice de Tuvalu. Ça va faire plus de 10 ans que je travaille sur les enjeux environnementaux, dont climatiques, et auprès des entreprises, grandes entreprises et plus récemment également PME ou démarches collectives. Voilà, ravie de vous avoir avec nous à ce webinaire. Merci beaucoup Marie. Nicolas, on t'écoute. Bonjour à tous. Donc je mets également un peu ma caméra pour montrer ma tête avant de la recouper. Donc moi je suis responsable de la R&D, de la recherche et du développement chez Tuvalu et je suis chercheur en sciences climatiques. Je suis arrivé chez Tuvalu en décembre dernier et avant j'ai travaillé aux Nations Unies à Copenhague, au programme des Nations Unies pour l'environnement, sur le développement de méthodologies d'évaluation d'impacts sociaux et environnementaux de politique. Et maintenant, je fais à peu près la même chose chez Tuvalu. Donc, à la place d'évaluer, on évalue des entreprises, des stratégies bas carbone. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui nous a rejoint et qui n'a pas coupé son micro. Et du coup, ça fait un peu d'écho. Donc, je vous invite à bien couper vos micros. Voilà, super. Je pense que là, ça y est, c'est bon. Très rapidement, moi, je suis donc Quentin Drouet. Je suis en charge de la partie plutôt développement commercial. L'idée, effectivement, c'est que j'accompagne des clients existants et des nouveaux clients dans leur stratégie à la fois climat et RSE. Et on co-construit les projets en se basant sur notre outil logiciel qui est Tuvalu. On va tout de suite démarrer avec l'introduction. C'est Marie qui va introduire ce webinaire. Pour cette introduction, on va principalement s'interroger sur les enjeux. Qu'est-ce que les enjeux climat? Quand on évoque les enjeux climat, de quoi parle-t-on exactement? Et puis surtout, comment les lier au monde de l'entreprise? Marie, on t'écoute. Bonjour, voilà. Alors, une petite introduction, parce que finalement, pourquoi on zoome aujourd'hui et pourquoi vous vous intéressez à ces enjeux climatiques, outre le fait qu'on en entend énormément parler depuis quelques années, c'est surtout que c'est un excellent outil pour l'entreprise, pour un peu piloter la démarche environnementale, mais pas que. Là, on a devant nous une image qui symbolise le réchauffement climatique, qui est certes tellement évident maintenant, mais c'est surtout que, en fait, on parle climat, certes, mais tout est lié. On a entendu que les enjeux de santé qu'on vit maintenant, de biodiversité, de sociaux et sociétaux, si vous avez l'occasion d'ailleurs de faire une frise, une fresque du climat, vous verrez que tout est lié. Donc, comme c'est extrêmement complexe d'aborder tous les enjeux à la fois, on a proposé aux entreprises notamment de commencer à piloter les enjeux climatiques pour
intégrés et des indicateurs. Alors pourquoi le climat? On va voir tout à l'heure que c'est un enjeu mondial, mais aussi décliné localement. Donc, et puis dans ce monde incertain, c'est malheureusement un sujet où on a 30 ans de mesures derrière nous et des prospectives, en tout cas des perspectives, des trajectoires que Nicolas va vous présenter, qui nous permettent de voir ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc voilà, c'est un outil qui va aller permettre de guider et alimenter votre démarche d'entreprise et de stratégie. Voilà pour cette introduction. Avant de rentrer dans le sujet, voilà, pour ceux, il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques, hein, ça se fait rare. Nicolas va vous lancer cette triste carte du monde qui présente en live le changement, mais maintenant on peut dire vraiment réchauffement climatique depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a sur le dernier siècle constaté environ 2 degrés de réchauffement global, alors que là tout l'enjeu c'est de ne pas accélérer, donc on parle de ne pas dépasser 2 degrés d'ici 2050, donc en 30 ans. Donc c'est vraiment cette accélération qu'il faut maîtriser, et on parle de 2020 turning point parce que 2020, outre voilà, ça restera définitivement une année qui sera marquée dans les annales, c'est aussi une année qui à partir de laquelle il faut incurver nos émissions pour rester dans une température soutenable pour l'homme et notre économie. Je vais vous présenter Tuvalu. Oui, merci Marie. C'est ce que j'allais te dire. Alors on sait qu'on s'est présenté brièvement, mais on n'a pas trop parlé de Tuvalu, donc peut-être en quelques mots dire qui on est. Voilà, donc Tuvalu, une entreprise à mission. On est B Corp, Benefit Corporation depuis 2017, et donc c'est pour valider le fait que notre activité génère des impacts sociétaux positifs. Et c'est bien tout l'enjeu, hein, comment déconnecter la croissance, l'activité économique de la pollution ou d'une destruction entre guillemets. Donc ça, c'est l'enjeu des entreprises à mission. Et vous pouvez lire ici notre raison d'être. Donc nous sommes éditeurs de logiciels et on pense on est persuadé que la transformation de l'entreprise se fera également, entre autres, mais nécessairement par la transformation de la façon de piloter l'entreprise. Donc Tuvalu propose aux chefs d'entreprise, mais à tous les décisionnaires et à tous les métiers, d'intégrer dans leur stratégie, au cœur de leur stratégie, les enjeux sociétaux. Donc voilà pour cette mission, et donc comment aider les entreprises à avoir un impact positif. Voilà, en quelques mots, nous sommes à Nantes, créés depuis déjà 8 ans, nous sommes 12, et nous avons co-créé Tuvalu en nous associant avec EVA, spécialiste de l'éco-conception et de l'analyse de cycle de vie, ainsi que le cabinet Esper, qui accompagne les entreprises dans la RSE depuis plus de 15 ans. Chaque entreprise, chacune de ces entreprises ont plus de 10 ans d'activité dans les domaines de la RSE et de l'environnement. Et voilà, vous voyez aussi le clin d'œil du nom Tuvalu, dont le nom vient des îles qui culminent à 5 mètres au-dessus de la mer, et pour qui le changement climatique n'est pas seulement un concept, mais comme pour nous, de plus en plus concret. Ok, super, voilà, merci Marie pour ces précisions. Du coup, Nicolas, on va te laisser démarrer sur cette première partie des enjeux climat, sur un contexte climatique au niveau mondial, et on descendra sur le local. On t'écoute, Nicolas. Voilà, donc le but de cette première partie, donc après cette introduction, c'est d'avoir un peu les bases du contexte climatique
On va rentrer maintenant dans un entonnoir en vraiment commençant au niveau mondial et en zoomant de plus en plus jusqu'à arriver au niveau local. Avant toute chose, j'aimerais quand même dire deux mots sur, comme disent les Anglais, l'éléphant qui est dans la pièce, puisque bah, on est quand même tous en télétravail en ce moment. On entend beaucoup parler en ce moment des effets du coronavirus sur le climat. On entend que la planète respire, que les animaux ressortent un peu partout. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais apporter une touche un peu scientifique à tout ce qu'on entend. Ici, c'est un centre de recherche situé en Allemagne sur l'énergie et la pollution de l'air, qui montre la concentration de dioxyde d'azote. Donc, c'est en fait tout ce qui est lié à la combustion, donc au trafic routier principalement. En 2019 et en 2020, du 16 mars au 2 mai, donc la période de confinement à peu près. Et on voit en effet que la concentration en dioxyde d'azote a énormément baissé pendant cette période. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le climat va mieux. Mais en fait, c'est uniquement à court terme. Mais tout de même, ce centre de recherche a publié un article la semaine dernière pour dire qu'en un mois, donc depuis le mois d'avril, on a eu une baisse de la combustion de charbon de 37% et de pétrole de 33% en Europe, ce qui aurait évité 11 000 décès toujours en Europe à cause grâce à la baisse de la pollution atmosphérique. Toutefois, il faut quand même mettre un petit peu ces choses en perspective. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire, au contraire. On entend beaucoup maintenant, il va falloir être résilient pour le monde d'après. Et cette résilience, évidemment, se fera avec une transformation qui intégrera les enjeux climatiques. Et pour illustrer ça, il y a une très belle illustration de Statistically Cartoon qui montre, donc on connaît bien le concept d'aplatir la courbe pour le coronavirus. Donc c'est la partie qu'on voit en bas à gauche de cette illustration. Et en fait, il va y avoir la même chose avec le réchauffement climatique, comme le montre cette illustration, mais à beaucoup plus long terme et de manière bien plus importante. Voilà pour cette petite introduction, le point actualité. Et maintenant, on va pouvoir rentrer vraiment dans les enjeux climatiques. Merci Nicolas. Alors effectivement, on va rentrer concrètement dans les enjeux, comme tu le disais. Peut-être juste pour démarrer, repartir sur un peu des bonnes bases. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de gaz à effet de serre, on entend beaucoup parler de CO2. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la différence ou le lien d'ailleurs entre les deux et à quoi ça correspond, GES et CO2? Ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. C'est vraiment la base de tous les enjeux climatiques, c'est gaz à effet de serre et même l'effet de serre. Alors très simplement, en fait, l'effet de serre, c'est la différence entre toutes les radiations qui rentrent dans l'atmosphère et celles qui en sortent. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur Terre, on peut vivre et qu'il fait une température acceptable. Et en fait, le principe des gaz à effet de serre, c'est que plus on en émet, plus ils vont absorber les rayonnements qui sont émis par la surface terrestre et moins on va avoir de radiations qui sortent de l'atmosphère. Et c'est l'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère qui va être à l'origine du réchauffement climatique. Et le problème, en fait, c'est les gaz à effet de serre qui sont dits anthropiques, donc qui sont dus à l'activité de l'homme. Et c'est ceux-là qui vont poser le problème du réchauffement climatique. Et en fait, le CO2, on parle beaucoup de CO2, c'est le gaz à effet de serre le plus présent, mais c'est pas le gaz à effet de serre le plus nocif. En fait, le CO2, c'est ce qui va permettre de tout compter, on va tout ramener en CO2. Mais c'est un des principaux gaz à effet de serre, donc qui sont situés sur la droite de l'écran. Ici, on a les gaz à effet de serre qui sont dus à l'activité de l'homme. Donc, il y en a 7 principaux qui ont été ciblés par le protocole de Kyoto. Donc, on retrouve d'ailleurs le dioxyde d'azote dont je vous parlais juste avant, qui est lié à la combustion, donc au trafic. Voilà pour les gaz à effet de serre. Et donc, en fait, ces gaz à effet de serre, donc qui sont émis par l'homme, sont très liés à la consommation d'énergie.
Et en fait, tout à l'heure, on voyait là, dans la carte du réchauffement climatique, on commençait dans les années 1880. Et en fait, on compare toujours à cette base de 1880, puisqu'on parle c'est le début de la révolution industrielle et c'est quand notre consommation d'énergie a énormément augmenté. Donc, on voit ici l'évolution de la consommation mondiale d'énergie depuis 1850, avec une très forte hausse à partir de la moitié du XXe siècle. Et si on compare cette consommation d'énergie à la consommation d'énergie aux émissions annuelles de CO2, donc de gaz à effet de serre dans le monde, on voit qu'il y a vraiment une très forte corrélation. Donc en fait, les émissions de gaz à effet de serre sont liées à la consommation d'énergie. Si on met les deux courbes à côté, on voit vraiment qu'il y a une corrélation. Si vous n'avez pas ouais. Merci Nicolas. Alors pour le moment il n'y a pas de questions. Je vous rappelle à ceux qui ont pris peut-être en route la présentation que vous avez un chat quand vous cliquez en haut à droite sur la petite bulle. Vous avez un chat et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous soumettre vos questions dans ce chat. Donc vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs ce chat on va en avoir besoin également pour la réponse au quiz qui va bientôt arriver. Merci beaucoup Nicolas. Alors on entend beaucoup parler aussi de trajectoire 2 degrés. On entend parler aussi beaucoup de GIEC. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça et nous en dire plus sur ces deux éléments? Oui, tout à fait. Alors le GIEC, en effet, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les membres de l'ONU qui regroupe des chercheurs du monde entier en sciences climatiques. Et donc, en fait, il rassemble tous les éléments, tous les articles qui ont été publiés sur l'évolution du climat et il le synthétise dans des rapports de plusieurs centaines de pages. Et s'il y a une chose à retenir en fait de ces rapports, c'est les scénarios RCP. Et en fait, les scénarios RCP, c'est un peu un gros mot pour dire l'évolution du climat futur en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc des scénarios, il y en a 4. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Et en fait, donc la première partie, donc on voit qui est grisée, donc des années 1850 à 2010 à peu près, c'est le passé, donc c'est ce dont on est sûr, l'évolution de la concentration la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre jusqu'en 2010. Et ensuite, on a ces 4 scénarios, avec le plus optimiste qui va être le scénario le RCP 2.6, qui correspond à 2.6 parties par million dans l'atmosphère de CO2, au scénario RCP 8.5, qui va être le plus pessimiste. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, on arrive de manière linéaire, on arrive au scénario 8.5. Et à droite, en fait, on peut vraiment relier ces émissions à la température à cause de l'effet de serre. Et donc, on voit que pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est bien le scénario RCP 2.6 sur lequel il faut se concentrer. Et donc, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est ce qui a été fait dans le cadre des accords de Paris. Et donc en effet, ça c'était vraiment au niveau mondial. L'enjeu principal, c'était d'arriver à tous prendre des engagements pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Alors pourquoi 2 degrés? C'est qu'en fait, au-dessus de ce seuil, on arrive à des impacts environnementaux et même sociaux et sociétaux qui sont non linéaires, donc qui sont très imprévisibles et qui sont exponentiels et dont on a du mal à prédire. Et donc le GIEC et tous les membres des accords de Paris se sont engagés pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et maintenant, je vais laisser Quentin vous présenter un petit quiz justement sur les accords de Paris. Exactement, merci Nicolas. On a voulu effectivement que ce soit un peu dynamique, donc on a mis un quiz. Alors,
l'idée, effectivement, l'objectif de la COP 21, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2100, comme vous l'a indiqué Nicolas, et comme l'a introduit effectivement Nicolas. L'objectif, c'est on va essayer de comprendre un peu mieux où on en est à l'heure actuelle, et notamment d'un point de vue mondial, comment les pays comment est-ce qu'on peut positionner les pays. Alors, Nico, je vais te demander de… Voilà. Pour cela, donc chaque pays doit s'engager à réduire son empreinte carbone. La première question, on va se demander quel est l'impact, d'après vous, d'un habitant en Europe. Donc là, je vais vous demander d'utiliser le fameux chat pour me donner, d'après vous, l'impact d'un habitant en Europe en tonnes équivalent CO2. Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à proposer des choses. Vous voyez que vous avez sur la gauche une échelle qui va de 30. On a déjà une réponse qui s'approche très très clairement. Là, vous êtes effectivement pas mal dans le coup. On propose 12 tonnes, 9 tonnes, 15 tonnes, 12 à 15. Et dans la réponse, on est plutôt aux alentours de 11 tonnes. Donc voilà, vous étiez effectivement pour la plupart très très bien. Donc on voit qu'effectivement aujourd'hui on est à 11 tonnes et qu'on est sur un objectif de 30. Pour suivre le scénario de 2 degrés, on devrait se positionner sur 6 tonnes. Voilà, deuxième question. Voilà. Quel est l'impact, d'après vous, par habitant le plus bas et donc quel pays a l'impact par habitant le plus bas et si vous pouvez estimer de combien il est. Déjà, peut-être se positionner sur le pays, parmi la Chine, Corée du Sud, Éthiopie, Mexique, Russie, USA, Australie, Japon, Brésil, Inde. Est-ce que vous avez une idée? Je vous laisse quelques secondes. Ouais, on est bien encore. Bravo. C'est effectivement l'Éthiopie qui se positionne sur un impact par habitant le plus bas. On est à peu près à 2 tonnes équivalent CO2 et ils ont également quand même un objectif pour 2030 quasiment à diviser par 2. Donc effectivement, bravo. Je vois qu'on a affaire à des connaisseurs. L'impact maintenant du pays par habitant le plus haut. Alors non, c'est pas les USA. Pas les USA, c'est pas la Chine non plus, c'est pas l'Inde. Oui, Paris. Ouais, on a une bonne réponse. On a un deuxième qui est à égalité avec le Canada. On va dire quasiment à égalité. Non, c'est pas le Brésil. Bravo Vincent, c'est l'Australie, effectivement. Donc voilà, on les voit apparaître. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est le Canada et l'Australie qui ont, encore une fois, c'est l'impact par habitant. On voit qu'effectivement, c'est ces 2 pays qui ont des impacts très, très, très importants. Et Nicolas, tu peux nous redire pourquoi justement le Canada et l'Australie, amorcer une petite explication? Oui, tout à fait. Comme le précisait Marie dans le chat, c'est en effet au Canada les gaz de schiste et en Australie le charbon. Et c'est aussi parce que là on regarde la consommation par habitant. C'est pour ça d'ailleurs les premières réponses qui ont été données c'était l'Inde et la Chine. En effet, si on regarde les consommations par pays, on est plus pour l'Inde et la Chine, mais là par habitant, c'est bien l'Australie et le Canada qui sont les plus gros émetteurs de CO2 par habitant. Juste pour apporter… Merci Nicolas. De rien. Pour apporter un complément, donc là on voit vraiment en rose l'état actuel, actuel en 2012, et en rouge les engagements des pays en 2030, donc les engagements des accords de Paris. En Europe en effet, on est à peu près à 11 tonnes de CO2 par habitant. On veut arriver à 6 tonnes, comme on le voit ici, en 2030. Et à plus long terme, en 2050, on veut réduire cette empreinte carbone par 6 pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc là, c'est comme on le voit ici, en fait, c'est un rapport de Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part, qui présente donc les engagements vers où on doit aller par secteur, donc mobilité, logement,
biens, alimentation et investissement public pour diviser par 6 les émissions de CO2 d'ici 2050, donc pour arriver à 2 tonnes de CO2 par habitant en Europe. Et il faut noter que donc pour cet effort, donc on est à 11 tonnes, on veut diviser par 6, et on estime à peu près qu'il y a 20% qui va être vraiment du fait de l'individu, et le reste, les 60% de la diminution, ça va être de l'action collective, donc à la fois des entreprises et de l'État, pour transformer la société et arriver à 2 tonnes de CO2 par habitant. Ok, alors du coup, effectivement, merci Nicolas, on a vu 2 tonnes, 2 tonnes par habitant. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui représente 1 tonne de CO2. Et donc là, c'est pareil, on vous a fait un petit quiz, donc je vous invite pour répondre. Donc d'après vous, 1 tonne de CO2, qu'est-ce que cela représente en termes d'aller-retour Nantes-Marseille en avion par passager? Est-ce que vous avez une idée? Alors non, c'est pas 2. Ça monte progressivement, on s'en rapproche du coup. C'est pas 3 non plus. C'est pas 4. La réponse c'est juste après, du coup 5. Voilà. Donc effectivement, 1 tonne de CO2, ça équivaut à 5 allers-retours Nantes-Marseille en avion, par passager bien sûr. Pour 1 tonne de CO2, en termes de kilomètres en voiture diesel, 6-10 chevaux, est-ce que vous avez une idée du nombre de kilomètres qu'on peut faire et qui représente 1 tonne de CO2? Là, c'est peut-être plus compliqué. 500, ah, c'est bien, parce que là, on est dans la fourchette. 6000, on est pas mal. On est pas mal, 6000. Un petit peu moins. C'est un petit peu moins. Bah, un petit peu moins encore. Voilà, on est à 4000. T'étais pas loin, Pierre. Donc voilà, on est à 4000. Le nombre d'allers-retours, toujours Nantes-Marseille, mais cette fois-ci, oui, Guillaume, c'est par personne. C'est par véhicule, pardon. C'est par véhicule. C'est par véhicule. Alors effectivement, après, si vous êtes plusieurs personnes dans le véhicule, ça diminue par passager. De la même manière, là, le nombre d'allers-retours Nantes-Marseille en TGV et du coup là toujours par passager. Alors Olivier, non, c'est pas 400. C'est pas 400. Vous êtes un peu optimiste avec 400. Et ben voilà, Pierre nous a donné la bonne réponse puisqu'effectivement il s'agit de 200. 200 allers-retours Nantes-Marseille en TGV. En termes de kilos de viande bovine, est-ce que vous avez des idées? Alors, je vois 60, je ne sais pas si c'est 900. Non, 900 là, non, 900, on est vraiment beaucoup là. C'est beaucoup trop. 50, ça se rapproche. 100, c'est encore trop. On est en dessous des 50. La réponse, c'est 35. 35 kilos de viande bovine qui équivaut à 1 tonne CO2. Et combien d'ordinateurs fabriqués, d'après vous? C'est un peu plus, Olivier. C'était pas mal, Cécile. Non, Pierre, là, tu es beaucoup trop. C'est beaucoup trop, Pierre. On est à 6 ordinateurs fabriqués. Voilà. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous faire prendre conscience aussi à quoi ça peut correspondre 1 tonne de CO2 quand on sait qu'effectivement, l'objectif à horizon 2050, c'est d'être à 2 tonnes équivalent CO2 par Français. Il va falloir trouver des solutions et peut-être effectivement changer un peu nos manières de faire. Voilà. Nicolas, je te redonne la main du coup. Merci Quentin. Du coup, on a vu qu'à l'échelle mondiale, on avait donc ces accords de Paris avec les engagements des pays à réduire leurs émissions. Et maintenant, si on zoome un petit peu à l'échelle européenne, on a un objectif, donc notamment avec le pacte vert récemment, qui est un objectif de neutralité carbone en 2050. Donc ça veut dire en plus de réduire par 6 les émissions, trouver des solutions pour capter les gaz à effet de serre,
où les stocker. Donc c'est ce on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est la compensation, donc à l'échelle de l'Union européenne. Et si on zoome encore plus, parce que du coup chaque pays a sa propre stratégie pour arriver à respecter les engagements des accords de Paris ou pour les pays européens cet objectif de neutralité carbone, on a en France la stratégie nationale bas carbone, qui est vraiment une feuille de route pour arriver à cet objectif de 2050. Et je vais laisser Marie du coup vous présenter un petit peu ces trajectoires de la stratégie nationale bas carbone. Et oui, parce que comme je disais tout à l'heure, l'intérêt pour votre entreprise d'intégrer une démarche climat, et on l'a vu tout à l'heure, c'est de s'intégrer dans une démarche collective. Une démarche collective d'entreprise ou collective au niveau de l'État. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que la France travaille sur ces plans climat. Et elle nous propose donc une vision et des éléments sectoriels notamment. C'est ce qu'on va vous présenter. Vous pouvez aller voir sans restriction cet observatoire climat-énergie qui est très pédagogique et qui permet de vous expliquer quel est l'objectif de la stratégie nationale bas carbone au global et par secteur. Donc, il y a des objectifs au niveau de la France. Donc là, vous voyez, d'où on part en 1990. On a un peu baissé. Attention, bien sûr, cependant, cette n'intègre pas les importations. Donc, il y a une partie de notre consommation qui n'est pas prise en compte. On voit bien les grands secteurs qui sont pris en compte. Et pour chacun de ces secteurs, l'État va décliner des objectifs de réduction. Et donc là, on voit que par rapport à l'objectif global de 2018, avec une sorte de budget carbone alloué pour chaque année, on est un peu au-dessus. Et ensuite, on peut voir dans chaque secteur que la transition énergétique, la fameuse, tirée par les majors qui se sont assez largement engagés dans la décarbonation de notre mix énergétique, donc eux sont en avance de 17% par rapport à leur objectif, quand le transport et le résidentiel sont quand même très en retard. Tout ça, ça va être un peu remélangé et rebattu chaque année. On va ainsi pouvoir voir quels sont les secteurs en avance ou en retard par rapport aux objectifs. Donc, on commence déjà à s'intégrer dans une notion de trajectoire. Vous voyez un petit peu la même logique de cet observatoire, affichée différemment. Donc là, chaque secteur est une part de CO2. On voit qu'effectivement, l'agriculture et la sylviculture sont plus longs à réduire, et d'autres secteurs, tels que les transports, on a déjà calculé un certain nombre de solutions qui vont pouvoir être implémentées. Et donc, alors, je viens de voir la question apparaître et j'essaie de la lire en même temps. Le confinement donnerait en trajectoire. Alors, là, je pense qu'on a assez peu de recul. Ça va être intéressant effectivement, l'année prochaine, de revoir ces courbes au mois le mois. Comme l'a expliqué tout à l'heure Nicolas, il y a eu 2 mois où il y a eu une vraie réduction de l'impact, notamment du secteur des transports et de l'industrie. Par contre, c'est sûr, donc on rappelle que les gaz à effet de serre vivent 100 ans dans l'atmosphère. Donc, peut-être que l'année prochaine, on sera dans les objectifs de cette trajectoire. Et tant mieux parce qu'on est un peu au-dessus. Or, on sait que 2020, c'est vraiment, vous voyez, la partie où ils sont curvés en pointillé, c'est le business as usual qui nous mènerait vers les scénarios qui sont très au-delà de quelque chose de vivable, qui sont plus 5 degrés, etc. Et vous voyez en dessous, en négatif, la partie de captation du CO2. Donc, la plantation principalement d'arbres, mais pas que. Il y a d'autres techniques de captation du CO2 qui va permettre d'avoir une partie en négatif, avec des techniques de captage du carbone. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on fait des projections sur l'état de l'art des techniques et technologies. Effectivement, dans le transport, on sait fabriquer des camions moins émissifs. Dans l'énergie, on a des solutions.
et ainsi de suite dans le traitement des déchets. Donc, c'est pour ça que l'on voit ces parties de courbe qui réduisent très fortement. Pour l'agriculture, il y a effectivement, alors pourquoi les scénarios ne proposent qu'une faible part de réduction? Ben, ça, c'est des calculs prospectifs qui prennent en compte l'état de l'art à grande échelle. Alors, on sait toujours que le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement ne sont pas les meilleurs amis et n'ont pas toujours. Donc, c'est là que les négociations sont les plus serrées. Je te laisse avancer, Nicolas, pour qu'on continue à zoomer. Alors, on a pris l'exemple de Nantes. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on voudrait garder du temps sur la partie entreprise, mais ça vous donne le contexte et on est déjà d'ailleurs sur une déclinaison sectorielle. Donc, la stratégie nationale bas carbone, elle est déclinée ensuite pour chaque agglomération, chaque territoire de plus de 50 000 habitants. Donc, ça fait beaucoup de territoires qui doivent, dans le cadre de leur agenda 21, construire un plan climat air énergie territorial. C'est un petit peu différent que le bilan carbone que font les entreprises, mais c'est une base de méthodologie identique et on retrouve un petit peu la dynamique avec l'objectif à 2050, facteur 4 que s'est donné la métropole. Ces objectifs, d'ailleurs, doivent être revus encore de façon plus ambitieuse à la suite de chaque mandat. Donc voilà, vous avez ces trajectoires et maintenant, on va regarder plus précisément dans ce contexte-là et avec toutes ces données dont vous bénéficiez et selon votre secteur, comment vous allez mettre en œuvre une démarche climat qui soit crédible et attractive parce que il y a énormément de bénéfices pour l'entreprise, que ce soit auprès de ses actionnaires, auprès de ses salariés qui en général sont ravis de s'impliquer. Les étudiants, c'est plus un secret maintenant, souhaitent vraiment aller travailler pour des entreprises engagées pour le climat et pareil le consommateur, etc. Donc toutes les parties prenantes du territoire vont apprécier cet engagement et cette transparence, cette crédibilité de l'engagement de l'entreprise. Donc, on vous a présenté 3 étapes. Nicolas va vous présenter la première étape de la démarche pour engager son entreprise dans une démarche climat. Voilà, donc la première étape, c'est vraiment de savoir d'où est-ce qu'on part en fait. Donc vous avez vu, on vous a parlé de trajectoire donc à différentes échelles. Pour parler de trajectoire, il faut vraiment un T0 et donc la première étape, c'est de mesurer ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour cela, on utilise une méthode qui est une méthode développée par l'ADEME et qui est en alignement avec le protocole, le Greenhouse Gas Protocol. Et donc cette méthode de bilan carbone, elle repose sur un principe de conversion qui est assez simple. En fait, c'est qu'on va tout convertir, toutes les émissions de toutes les activités en tonnes de CO2 équivalent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre une quantité liée à l'activité d'une entreprise. Donc ça peut être des tonnes de matériaux, des kilomètres parcourus, des mètres cubes d'eau par exemple, qu'on va multiplier par ce qu'on appelle un facteur d'émission. Et un facteur d'émission, c'est donc un facteur qui est proposé par l'ADEME pour convertir toutes ces quantités liées à l'activité en tonnes de CO2 équivalent. Et donc, on va faire ça un peu comme un bilan comptable sur toutes les activités de l'entreprise pour tout convertir, non pas en euros, mais en tonnes de CO2 équivalent. Concrètement, si on prend un exemple, en fait, on va regarder, ça va nous donner quelque chose comme ça à la fin. Donc, pour tous les différents, ce qu'on appelle postes d'émission, donc en fait catégories, donc ce qu'on achète avec les intrants, tout ce qu'on possède avec les immobilisations, le fret, l'énergie et les déplacements, par exemple, on va tout convertir en tonnes de CO2 équivalent pour avoir à la fin un total d'émissions en tonnes de CO2 équivalent, comme on voit ici. Et donc ça, c'est un état des lieux. Alors, on a le périmètre à ce jour du bilan carbone étant, il y a un périmètre restreint qui est réglementaire, on appelle souvent le scope 1 et 2, et un périmètre plus large.
Et donc, selon votre activité, vous allez analyser de façon plus ou moins large votre bilan carbone. Et du Ensuite, coup, ouais, oui. la question effectivement qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on a mesuré, quelle est la deuxième étape? Donc là, en se mettant en phase avec un peu la COP21, la démarche qui a été faite, donc les grands acteurs qui vont être l'ADEME, le Carbon Disclosure Project et d'autres associations pour l'environnement, se sont dit l'objectif derrière, il faut engager les entreprises officiellement dans un objectif de réduction. Donc il y a énormément de collectifs ou d'initiatives de grandes ou petites entreprises qui vont pousser, entre guillemets, ou embarquer les entreprises à s'engager dans une réduction de gaz à effet de serre. Là, on a donné deux exemples de collectifs, les dirigeants responsables de l'Ouest, donc une centaine d'entreprises qui se sont engagées à réduire de 50% leur gaz à effet de serre d'ici 2030, ou alors les Bicorp, dont nous faisons également partie, qui ont pris un engagement lors de la dernière COP sur le net zéro pour 2030, donc avec un complément, donc un objectif de réduction et un objectif de compensation. On a également écrit ici Science-Based Target, donc globalement, ces objectifs, pour garder un chiffre, vous avez vu dans les stratégies nationales ou locales, on est quand même de l'ordre de ces 50% en 2030, et Science-Based Target qui est plus utilisé par les grandes entreprises pour faire valider la pertinence de leurs objectifs en fonction de leur secteur. Et vous pouvez aller voir toutes les entreprises qui ont officiellement déclaré leurs objectifs, et donc on peut les suivre. On a un point de départ et on a une arrivée qui peut nous montrer, ça nous permet tout simplement de suivre notre progression. Nicolas, si tu peux mettre là, et de construire un plan d'action avec, là on a donné quelques exemples assez simples, donc l'entreprise qu'on voyait tout à l'heure, elle va mettre en place un plan de déplacement et ça va lui permettre en une dizaine d'années de réduire de 60-70% ses gaz à effet de serre sur ce modèle-là. On peut avoir une politique de 100% d'énergie renouvelable qui permettront. C'est vrai qu'en France, rappelons-nous que l'énergie, du fait du mix énergétique nucléaire, a peu d'impact sur le climat. Donc parfois, il faut aussi moduler. C'est pas parce que l'énergie renouvelable a peu d'impact et peu de gains, comme on peut voir ici sur le climat, elle en a beaucoup par ailleurs. Donc ensuite, on peut additionner un certain nombre d'actions et les planifier dans le temps pour mettre en place non seulement une trajectoire qui est définie avec une date d'échéance, mais aussi avec un plan d'action et une faisabilité. Alors, dans la réglementation, on est obligé, donc sur le site de l'ADEME, c'est là qu'on publie son bilan des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est réglementaire, c'est le scope 1 et 2 uniquement. Toutefois, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises sont fortement poussées. Alors après, les réglementations s'appliquent notamment pour les SA, etc. Il y a quelques subtilités, mais on pousse aussi à faire un scope 3 significatif en amont et en aval de sa chaîne de valeur. Donc, il faut reconnaître que la stricte loi, c'est sur scope 1 et 2, avec maintenant des amendes qui sont plus importantes, mais des notions de significativité qui sont très fortement encouragées sur le scope 3. Pour répondre à la question de Marie-Bénédicte. Voilà, je t'en prie, Nicolas, tu peux avancer. Je vois qu'on est pile dans les temps. Alors, c'est très court, on sait qu'en 1 heure, c'est vraiment un panorama, mais on voulait vraiment insister sur ces 3 étapes, 1, 2 et 3, parce que suite à cette fameuse COP 21, à Paris, on a défini ces objectifs. Après, c'est le comment on peut les atteindre, parce qu'il y a vraiment
une démarche et beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que c'est qu'une stratégie bas carbone et comment la mettre en œuvre. Alors, dans la continuité, et là encore, j'insiste sur le fait que ça peut parfois paraître, ça fait beaucoup d'acronymes, le bilan carbone, les gaz à effet de serre, le Science-Based Target et ACT, mais on est vraiment dans une logique et des mécanismes qui viennent se compléter. Une fois qu'on sait d'où on part, que l'on sait où on souhaite aller, on va définir son plan d'action pour y arriver. Donc, ACT, c'est une démarche qui va avant tout vous permettre de mettre en œuvre une stratégie bas carbone implémentée dans tous vos métiers. Et pour ceux qui voudront valoriser cette démarche, ça permet aussi de donner une note sur la performance climatique ou l'engagement climatique des entreprises. Donc, c'est un petit peu le Graal en ce moment. Donc, pour passer de cette démarche de bilan à l'action, ACT va ensuite décliner la méthode de plusieurs façons, dans plusieurs modules que vous voyez ici. On a déjà parlé des objectifs. Ensuite, c'est assez logique d'ailleurs, hein, pour réussir sur la durée à réduire significativement ses émissions, il faut réfléchir aux investissements matériels, donc que ce soit donc pour l'énergie d'ailleurs, qui est engagée de longue date dans ACT, quels investissements, quel type de centrale, quel investissement dans le renouvelable on peut mettre en place. Les investissements intangibles, c'est la recherche et développement. Dans quelle mesure ma R&D va intégrer l'évolution du climat dans ses contraintes? Si je fais un nouveau produit pour demain, il faut que je sois en mesure de démontrer ou de créer une valeur ajoutée environnementale. Bien sûr, les produits et services. Alors pour l'instant, ACT est notamment déployé très largement dans l'énergie, l'automobile, le retail et le bâtiment, avec d'autres expérimentations à venir pour tout secteur, avec aussi des expériences sectorielles pour que à chaque fois, parce que dans le retail par exemple, donc dans la vente en magasin de produits et services, la partie, le choix des produits et services que l'on vend pèse pour beaucoup dans l'empreinte des gaz à effet de serre. Donc le management, dans quelle mesure j'implique et ma gouvernance et le comité de direction et les métiers, dans quelle mesure je les implique pour la réalisation de leurs objectifs climat ou intégrer des enjeux de climat. Et puis on est sur aussi la chaîne de valeur, donc c'est intéressant comment je travaille avec mes fournisseurs, avec mes clients, politique d'engagement, comment je travaille avec le territoire, et jusqu'à questionner le modèle économique. Donc on voulait, certes, hein, ACT c'est l'étape 3, hein, donc il faut déjà s'acculturer à la réalisation d'un bilan carbone, d'une évolution d'un plan d'action, mais ensuite on est vraiment sur une sorte de feuille de route, une checklist extrêmement guidante pour voir comment mettre en œuvre, mettre en musique l'ensemble de ces actions qui parfois sont un petit peu intuitives, de bon sens et qui peuvent se transformer en une vraie stratégie globale bas carbone de l'entreprise. Voilà pour ces 3 étapes. Eh ben super, j'ai bravo. 2 minutes d'avance. Eh oui, c'est incroyable. Je pense que ça ne nous est encore jamais arrivé. C'est très bien parce que du coup, ça va nous permettre de répondre à plein de questions. J'espère que vous en avez. Donc, pour les questions, ce que je vous invite à faire, c'est donc soit les transmettre par le chat, comme ça a déjà été fait là pour les 2-3 questions qu'on a vu passer et auxquelles on a essayé de répondre au fur et à mesure. Soit si vous voulez prendre la parole, vous mettez juste un petit astérix dans le chat et puis ça nous permettra de distribuer la parole. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, première question, c'est de Marie-Bénédicte, donc je vais la lire. Est-ce possible de faire un bilan carbone estimatif relatif à un projet industriel à venir? Marie, peut-être tu peux nous répondre là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, c'est même l'idéal. En fait, on a eu ce cas-là plusieurs fois dans des projets constructifs, alors industriels ou de bâtiments. D'ailleurs avec des partenaires qui sont ici.
L'idée étant de pouvoir en amont, dans ce cas-là, faire un bilan carbone, mais dès le début de projet, hein, le début du projet, pardon, et ensuite de pouvoir très vite comprendre où sont les gros impacts. Est-ce que ça va être le béton? Est-ce que ça va être le toit? Quel lot constructif pèse lourd dans ce bilan carbone? Et ensuite, donc si on est suffisamment en amont, éventuellement de pouvoir proposer des rectificatifs ciblés et significatifs. Des choses, des exemples, il y avait le gros projet de construction du mine de Nantes et des petites choses toutes bêtes, il y avait des bancs en béton qui étaient prévus, donc voilà, pour protéger les murs et on a pu calculer qu'en intégrant du béton recyclé ou des gravats, on pouvait diminuer gagner 100 tonnes de CO2 sur ce projet-là. Donc au contraire, c'est un outil du coup d'aide à la décision et de conception. Après, il faut intervenir avec les maîtres d'œuvre, avec les architectes, et puis proposer des solutions bas carbone pour ces projets. Pareil pour le mix énergétique, la vie en œuvre, la consommation énergétique de l'industrie. Donc on simplifie, on fait vraiment grosse maille et ensuite on précise tout au long du projet. De plus en plus, on tend vers c'est des bâtiments à énergie positive et carbone négative. C'est un label, hein, plus c'est moins. Mais effectivement, des projets qui tendent vers la neutralité carbone, même pour des grosses industries qui vont essayer du coup de moduler leur impact carbone par des projets de production d'énergie ou autres, de mobilité douce. Voilà pour cette très bonne question. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors, une question de Séverine. Accompagnez-vous dans le plan d'action que les actions concernant le carbone ou bien prenez-vous d'autres paramètres en compte? Nicolas, tu me dis si tu veux répondre. C'est vrai que le bilan carbone, pour moi, il y a quelque chose d'à la fois simple parce qu'on a une unique unité qui est le carbone, donc ça permet de tout mettre ensemble, mais on l'accompagne en général en fonction des résultats d'autres indicateurs. Donc on va aller vers, pour moi, un tableau de bord de pilotage global. On peut, comme je l'ai dit, se donner un objectif de kilowattheures renouvelables, de réduction d'un nombre de kilomètres en voiture ou d'augmentation d'un nombre de kilomètres en vélo, etc. Enfin, il y a des matières renouvelables. Donc, selon les activités, on va valoriser des indicateurs complémentaires parce qu'en fait, quand on fait un bilan carbone, on collecte énormément de données et derrière, on va pouvoir préciser, je pense notamment aux déchets. Les déchets ont très peu d'impact sur le CO2. Pour autant, c'est un enjeu important. Donc, on va compléter le bilan carbone avec une identification des enjeux environnementaux clés et donc faire le plan d'action en ce sens. Voilà pour cette question. J'ajouterais juste pour compléter la question, la réponse de Marie, que la finalité, c'est aussi de se poser la question au sein de chaque organisation, quelle est la finalité de réaliser un bilan carbone? Est-ce que ça va être parce qu'on veut jouer sur la marque employeur? Est-ce que ça va être parce qu'on veut essayer d'engager un maximum les salariés? Est-ce que c'est parce que c'est une obligation légale, etc., etc. Et ça va aussi beaucoup faire agir et réagir sur le plan d'action. C'est-à-dire qu'on va peut-être effectivement accompagner sur des actions qui vont pas forcément être les plus importantes en termes de réduction, mais qui vont être très symboliques pour un certain nombre d'employés, de salariés, si on veut les engager par exemple, ou pour des recruteurs qui cherchent à recruter parmi des étudiants. Donc voilà, la question c'est aussi de se poser la question au début de la finalité de mon bilan carbone et quelle stratégie je veux adopter. Olivier, vous avez une question, alors plutôt d'ordre commercial pour le coup. Une entreprise industrielle de 50 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de temps et quel coût pour faire un bilan carbone scope 1, 2 et 3? Alors là-dessus, Marie, je ne sais pas si tu veux répondre. C'est vrai que c'est un peu une question
C'est une Peut-être qu'on petite peut question traiter. commerciale. Ouais, c'est plus à part. Si vous voulez, là, il faudrait qu'on prenne le temps d'échanger parce que bilan carbone scope 1, 2 et 3, même si on va jusqu'au scope 3, on a toujours la possibilité de détailler plus ou moins le bilan carbone. Donc là, c'est pareil, je reviens un petit peu à ce que je disais auparavant, c'est quelle est la finalité? Est-ce que c'est pour communiquer auprès de vos clients? Est-ce que c'est parce que vous avez des obligations réglementaires? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez recruter ou autre? Il y a beaucoup de choses qui vont faire que on va aller plus ou moins loin dans le bilan carbone. Ouais. Alors, juste pour compléter, Quentin, la logique d'avoir un outil, d'avoir créé un outil logiciel pour réaliser des bilans carbone, c'est vraiment de rendre la démarche plus accessible. Donc, on peut faire avec des échelles et il faut savoir qu'on peut aller très loin dans le bilan carbone. Pour répondre effectivement en termes de temps à passer, c'est-à-dire on a développé une démarche, un format en une journée. Donc, c'est ce que vous avez vu, mais on va vous apprendre à compter. Donc, en une journée, on vous apprend les basiques du logiciel. Ensuite, pour aller, je pense, dans la réalisation, donc en fonction de vous, hein, si vous avez quelqu'un qui est déjà un peu sensibilisé, ensuite, il va lui falloir entre 5 à 10 jours pour un projet relativement simple, un scope 3, comme on a pu voir tout à l'heure. Si tu veux remettre, Nicolas, l'affichage des intrants, on a proposé des façons de simplifier. Donc, on va suivre des cas euros et ensuite, vous allez creuser. Donc, nous, on va plutôt proposer une démarche relativement simple dès le début pour avoir vite des résultats. Donc, ce type d'état des lieux. Mais dans les intrants, quand on a vu en cas euros et que c'est des matériaux et que ça pèse lourd, après, on va aller chercher des choses qui sont plus précises parce que on va aller, justement, on veut mettre des actions en place. Et par exemple, c'est pas parce que je dépense 10 millions en achat de matière que je peux mettre en place un plan d'action. Donc voilà, c'est mais en lancement, on a ce format 1, 5, 10 jours selon le. Là, c'est vrai que ce qu'on a devant nous, c'était une entreprise de taille un peu plus grande. On était donc plutôt 500 personnes de tête, hein, mais voilà, on était plus sur 5-10 jours. Avec cette démarche collective, je vais engager sur la partie première étape de la RSE. Ce que je trouve intéressant, et selon encore une fois, tu l'as très bien dit, Quentin, selon les enjeux que vous avez, ça permet de mettre en œuvre un projet assez concret et chiffrable et tangible pour les équipes. Donc, l'équipe carbone peut être un embryon d'équipe RSE. C'est pas forcément les mêmes personnes, mais ça peut donner un indicateur. Alors, dans Tuvalu, on a à la fois le pilotage des enjeux carbone, donc la mesure CO2, et le tableau de bord global RSE, qui va venir compléter avec d'autres indicateurs sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc, ça peut être soit une première étape vers une démarche RSE, soit un moment où on est sur une stratégie RSE et on manque de choses concrètes et de mesures. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Voilà, donc j'ai fait une démarche RSE. Maintenant, j'arrive pas bien à prioriser, à structurer, à piloter et à chiffrer mes actions. Donc, ça peut aussi relancer une démarche RSE qui peine à trouver son souffle sur la durée. Et une trajectoire peut aider. Nicolas, je peux peut-être te laisser répondre sur la démarche de collecte dans l'entreprise, même si là encore, on peut… voilà. Donc la question, effectivement, c'était les données sont collectées par vos soins ou bien faut-il une personne dédiée dans l'entreprise? Une question de Séverine. Ouais, alors en fait, il faut bien comprendre que la démarche de bilan carbone, en fait, c'est on va accompagner les entreprises pour faire le bilan carbone, et donc il y a beaucoup de pédagogie. Et donc en fait, grâce au logiciel, ça va être assez simple de tout réunir parce que c'est énormément de données au même endroit. Mais c'est vraiment la personne au sein de l'entreprise qui va collecter via
via le logiciel de manière très simple en fait. Donc toutes les lignes sont paramétrées d'office et on va juste venir rentrer les données avec une personne dédiée dans l'entreprise. Après, à la demande, il arrive qu'on se substitue parce qu'on a des interlocuteurs qui n'ont pas de personnes ressources en interne. Soit ils ont un stagiaire et on va former cette personne, soit il y a une équipe. Après, c'est assez à la demande et nous, on va faire du complément, de l'accompagnement selon le besoin. Soit qu'il est 16 heures, on peut tout à fait, pour ceux qui souhaitent prendre d'autres questions, ceux qui aiment être ponctuels peuvent quitter sans problème. Il y en a déjà quelques-uns qui nous ont quittés. Et en tout cas, je voulais vous remercier. Donc, effectivement, ce webinaire va été enregistré et sera disponible. Alors, ça c'est Agathe. Merci pour votre question. C'est un peu mon dada. Comment trouver les solutions? En fait, donc depuis, ça fait bientôt 10 ans que je fais des bilans carbone et parfois, il faut, nous on connaît quelques clés, donc on a des choses un petit peu type. On a mis dans Tuvalu d'ailleurs un catalogue de solutions un peu classiques. Donc on a parlé d'énergie renouvelable, de déplacement doux, d'optimisation de fret, et on a aussi lancé un projet pour référencer toutes les entreprises qui proposent des solutions bas carbone et qu'on va pouvoir proposer, donc que ce soit pour un plan de déplacement d'entreprise, pour des matériaux renouvelables, etc. Donc à la fois on a notre connaissance et cette plateforme open source qui référencie énormément de solutions en France et à l'international. Nicolas, est-ce que tu veux dire un mot sur les données? Oui, tout à fait. Je complète pour les solutions, en plus donc du catalogue d'actions et d'un peu cette cartographie des solutions qu'on développe. C'est aussi important pour sélectionner les solutions de regarder ce qui compte et ce qui compte pas, et donc les émissions significatives en fait. Parce que on a beaucoup entendu parler de greenwashing et de par exemple, on va changer toutes les serviettes par des serviettes en papier, par des serviettes en tissu. Ça, c'est une petite action qui va peut-être pas être très importante. Donc, on va regarder qu'est-ce qui compte. Donc, ici, dans le cas de cette entreprise, ce serait par exemple les déplacements ou les intrants. Et c'est là-dessus qu'on va prioriser les actions qu'on va mettre en place. Et ensuite, pour la question, donc la question, c'est le souci parfois va être la disponibilité des données, absence de compteur par exemple. Et là, en fait, on met en place des méthodologies pour soit extrapoler les données si on n'a que les données sur un certain périmètre dans l'entreprise, ou faire des hypothèses pour estimer les déplacements des salariés, par exemple. Donc là, on a également des méthodologies pour un peu pallier à ces manques de données sur certains périmètres ou sur certains postes d'émission. Je vais prendre le relais. Bonjour Marwan. Je crois qu'on s'est déjà croisés. Et donc, votre question de comment coupler une démarche de bilan carbone à des évaluations de type ACV et alors donc l'analyse de cycle de vie pour un produit. Alors, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait souvent, je prends un exemple assez simple pour illustrer, dans l'agriculture. On va faire un bilan carbone global et on va pouvoir décliner ensuite selon les lieux, etc., sur les tomates, les salades, cette saison, et voir quelle peut être l'empreinte carbone de chacun de ces produits. Après, je crois que vous savez quand même, donc ça c'est selon la complexité du produit, il y a un moment où l'empreinte carbone va avoir une limite. Alors, on peut intégrer toutes les étapes du cycle de vie du produit dans le bilan carbone, parce qu'il peut y avoir les matières premières, le fret, donc le transport, l'usage et la fin de vie. Par contre, on va avoir un souci, c'est d'avoir que
l'indicateur carbone. Et donc, dans Tuvalu, on n'a pas intégré d'autres indicateurs de type environnementaux, de type ACV. Par contre, on va avoir des indicateurs de type RSE qui vont compléter ça. Donc, voilà, on peut faire une empreinte carbone dans Tuvalu. Par contre, on ne peut pas faire une analyse de cycle de vie. Et je vais venir sur la deuxième question sur l'ACV. La donnée d'entrée est une ACV pour un produit. Alors, c'est bien, c'est des questions plus techniques. En fait, le bilan carbone, c'est une approche plus corporate. Donc, on va avoir des données annuelles donc des données corporate au niveau de l'entreprise qu'on peut ensuite décliner et affecter, allouer de façon en euros ou en quantité au produit. Donc, on ne va pas utiliser les données d'ACV dans ce cas-là. Par contre, les facteurs d'émission font le résultat d'ACV. Tout à l'heure, quand on a vu un facteur d'émission, par exemple, d'un ordinateur, voilà, les 6 ordinateurs pour une tonne, eh ben, c'est une analyse de cycle de vie qui a permis de construire le facteur d'émission. J'espère que je réponds à cette question. Alors, je prends la suite avec le projet de référencer différentes solutions sera accessible depuis votre site. Alors là, tout à fait, on a d'une part le catalogue de solutions dont on vous a parlé qui sera accessible donc, dans l'outil et d'autre part le catalogue de solutions, donc vraiment la cartographie des solutions qu'on est en train de développer est accessible depuis un site qui est en cours de développement, oui. qui devrait être très rapidement disponible. Et le site, on peut vous mettre... Je peux quand même vous le donner. Ouais. Parce que, alors, voilà, comme tu dis, Nicolas, c'est encore en cours de travail, mais vous pouvez déjà voir dans Impact Observer cette cartographie des solutions qui c'est en cours de développement parce que c'est un projet open source et collaboratif et qui est qu'on voudrait lancer plutôt en septembre. Et je te laisse reprendre la main et je vous ai partagé l'adresse. Oui, tout à fait. Mais c'était pour dire que justement, il était déjà disponible d'accès, mais en cours de développement et comme c'est justement collaboratif et open source, au fur et à mesure du temps, de plus en plus de solutions vont être ajoutées à cette cartographie. Et donc, voilà, Olivier nous demande pourquoi faire un bilan carbone complexe alors qu'avec un peu d'expérience, il est facile de savoir où sont les vrais chantiers. Alors, effectivement, qu'après avoir fait des bilans carbone pendant 10 ans, je sais que, par exemple, quand on est dans l'automobile ou dans l'aéronautique, c'est important, la priorité est de faire des avions ou des voitures moins consommatrices d'énergie. Donc, on sait que c'est la phase d'usage qui est prioritaire, pareil pour une ampoule, etc. Par contre, même avec beaucoup d'expérience sur ce sujet-là, on ne sait pas toujours. Et puis surtout, ce qui est pertinent, ce qui est intéressant, c'est quand on veut vraiment, sur la durée, réduire. Et c'est là l'intérêt. Alors, on n'est pas obligé de faire un bilan carbone complexe, par contre. Moi, je suis tout à fait pour commencer de façon assez simple et puis préciser dans le temps. Par contre, si on n'a pas une bonne évaluation de départ, c'est difficile de piloter les plans d'action et surtout d'atteindre les objectifs dans la durée. Donc après, il faut justement, on a parlé souvent de bilan carbone significatif, donc d'identifier les impacts significatifs. On peut faire quelque chose de simple au début, avec des grosses hypothèses, et identifier quels vont être les postes importants. Si sur ces postes importants, on a trop d'incertitudes, au fil du temps, on va avoir des données plus précises. Et surtout, on va savoir de combien on réduit. Voilà pour la question d'Olivier. Voilà, je crois que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'étais ravie d'échanger avec de nouvelles personnes ou de revoir certaines connaissances dans cette période.
Mhm. Et Guillaume. Et Guillaume. Alors, en fait, donc juste pour préciser sur l'analyse de cycle de vie. Donc moi, j'étais chez EVA avant et donc j'ai fait pas mal d'analyses de cycle de vie, parfois très complexes. Donc c'est deux outils très différents. Là, vous m'avez demandé. Merci à tous hein, pour vos merci et puis pour vos encouragements. Déjà, ça fait du bien. Je vois que c'est très sympa. Guillaume, donc on a parlé de 5 à 10 jours pour faire un bilan carbone. Vous savez peut-être que pour faire une analyse de cycle de vie, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, dans quelques cas, j'ai parlé de l'agriculture, on en a fait ça pour de la cosmétique, pour du bâtiment. On peut tout à fait faire une empreinte carbone. Ensuite, l'analyse de cycle de vie, c'est quand même quand on a et plus de moyens et plus d'enjeux pour mieux connaître. Par exemple, si on est dans le numérique, qu'on fabrique des ordinateurs, c'est sûr qu'il faut aller dans l'analyse de cycle de vie. Mais je dirais pour les 3/4 des entreprises qui n'ont pas de problématiques produits très spécifiques, on n'a pas forcément besoin d'analyse de cycle de vie. Mais c'est pertinent. Voilà, je ne prends pas parti. Chacun a un objectif, comme redisait Quentin. Ça sert à quoi? Que veut-on? Que souhaite-t-on? En complément, je peux rajouter que du coup, l'idée, c'est vraiment enfin, c'est ce que Marie disait juste avant, c'est vraiment d'abord faire une photographie grosse maille sur toute l'activité de l'entreprise des émissions. Et si on se rend compte que 80% des émissions sont liées à un produit, par exemple, et avant on utilisait un ratio monétaire enfin, un facteur d'émission qui était générique. Donc, par rapport à un chiffre de l'ADEME qui disait que pour 1000 kilos d'aluminium, on a tant d'émissions. Si c'est vraiment la part la plus importante du bilan carbone de l'entreprise, alors oui, il va falloir faire une ACV si on veut être plus précis. Mais dans un premier temps, on n'a pas besoin d'ACV pour faire un bilan carbone. Et puis on est sur des données génériques. Pour l'aluminium, une donnée générique, ça va être très bien. Si après on est fabricant d'aluminium recyclé, tiens, ou alors comme dans l'Ouest, il y a un nouveau fabricant de béton, il y a un béton spécifique avec une valeur ajoutée environnementale. Et là, il va falloir effectivement faire un cycle de vie. Pierre, sur le logiciel démo, on peut ouvrir des accès démo. C'est vrai qu'on n'est pas très fort. Il faudrait qu'on ait une vidéo démo. Voilà, il faudrait qu'on s'améliore. On a discuté hier au sein de l'équipe Sales et effectivement, on va essayer de mettre à disposition une vidéo démo, une sorte de tuto. Voilà, qui pourra être une première étape. Après, chaque démo est quand même différente en fonction des enjeux qu'on souhaite faire émerger. Donc, c'est toujours un peu délicat. Mais on y travaille, Pierre. Mais on va y arriver. Guillaume, la RE 2020, c'est plus au bâtiment, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça concerne... voilà. Donc, effectivement, dans le bâtiment, après, on va avoir des choses très spécifiques. Donc, l'ACV d'un bâtiment, typiquement, hein, dans le bâtiment, c'est obligatoire de faire des ACV pour les matériaux du bâtiment. Et avec une norme très spécifique. Et donc, c'est les fameuses fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, qui vont permettre de comparer de façon beaucoup plus précise la fabrication la comparaison des produits. Après, c'est une norme qui effectivement insiste comme on fabrique des bâtiments. Donc, dans ce métier-là, et vous avez vu que le bâtiment est très en retard sur ses objectifs carbone, il va y avoir beaucoup plus de normes. Mais ça n'empêche pas, si on prend un grand maître d'œuvre qu'on ne citera pas, on connaît des grands acteurs, ils ont à la fois un bilan carbone global et à la fois des travaux spécifiques sur les matériaux. Voilà. Merci à ceux qui nous remercient et qui nous laissent. Donc, je vois que ça vous passionne et vous avez plein de questions
intéressantes. Mais n'hésitez pas, hein, on comprend bien que le webinaire touchant à sa fin, nous pouvons vous libérer. Donc, merci à tous. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas de vous présenter ça. On reste bien sûr disponible. Je pense que voilà, vous avez tous nos coordonnées. Donc après, s'il y a plus de questions, même des questions un peu spécifiques liées à des problématiques spécifiques, faut pas hésiter à nous contacter. On se fera un plaisir d'essayer de vous répondre et pourquoi pas de vous accompagner sur d'éventuels projets, si vous en avez. En tout cas, n'hésitez pas à nous les soumettre. Ce serait avec plaisir qu'on peut en discuter. Voilà, je pense qu'on a Oui. fait le tour. Au plaisir d'échanger à nouveau et de peut-être se rencontrer de visu quand ce sera terminé. Vous recevrez nos invitations sur les prochains événements ou formations ou ateliers que nous proposerons. Et juste Guillaume, et on vous enverra bien sûr le lien pour le replay. Voilà, on fera suivre le lien à tous les participants. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.